Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Jacques Lacroix, formateur et expert en accompagnement stratégique. Il nous explique comment établir des objectifs et un budget peuvent non seulement aider les performances de votre entreprise, mais aussi la motivation de vos employés. Avant de commencer l'entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Bonjour Jacques Lacroix. Bonjour Toby. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis, j'aimerais d'abord commencer par que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. En fait, Toby, disons que je suis pas arrivé comme ça, là, comme on arrive là, du haut d'un sommet. Là. Je fais une courte rétrospective de ma carrière. J'ai toujours été dans le domaine de la commercialisation, donc entre autres pour deux multinationales. Et depuis 2004, ce que je fais, j'accompagne les PME, justement, sans prétention à créer de la richesse et assurer leur pérennité. Je pourrais résumer ça de cette façon-là. Mhm. Puis, je sais que tu focuses beaucoup sur les plans stratégiques. Exactement, oui. En fait, ce que je me suis aperçu avec le temps, depuis 2004, c'est que lorsque j'arrivais dans une entreprise, spécialement dans le secteur de la fabrication, secteur du service, le B2B, si on veut, Mhm. les entreprises étaient surtout orientées vers une planification stratégique au niveau des opérations. Alors donc, et là, quand que je leur posais la question, oui, mais comment vous arrivez les opérations et le marketing ensemble? Ben, on haussait les épaules en disant, on ne sait pas trop. Alors, je trouvais qu'il y avait une opportunité là, justement, pour améliorer, je dirais, la performance des entreprises. Donc, ce que je fais au niveau de la planification stratégique, je touche les trois volets, c'est-à-dire vente et marketing, ressources humaines et opérationnelles. Mhm. Puis, là, on voit un peu, ça couvre ces trois, là, on va dire quand même les trois grands volets des entreprises. Mais spécifiquement, si tu nous expliquerais un peu, c'est quoi un plan stratégique? Alors, un plan stratégique, ce que je te dirais, c'est que je vais te parler des 5 étapes que je fais à l'intérieur d'une planification stratégique. De cette façon-là, ça va permettre à les gens qui vont nous écouter à mieux comprendre justement Tout à c'est fait. quoi une planification stratégique. La première étape, c'est de définir les grandes orientations. C'est-à-dire que, et souvent dans les grandes orientations, ce qu'on retrouve, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire, encore une fois, quels sont les comportements qu'on veut préconiser dans l'organisation entre les employés vis-à-vis aussi la clientèle. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième Mhm. chose, c'est de définir justement la mission de l'entreprise. Alors, c'est la raison d'être. Mhm. Donc, quel est le champ d'activité de l'entreprise pour justement s'assurer que l'entrepreneur ne diverge pas. La troisième, c'est de s'assurer effectivement qu'il y ait cohérence entre les grandes orientations et naturellement je dirais, les stratégies. Donc, la troisième, ça serait de définir justement les forces et faiblesses de l'entreprise, aux opportunités et naturellement aux menaces qui pèsent sur l'entreprise, qui permet justement de développer, je dirais, euh, qui permet de développer, je dirais, justement l'intelligence stratégique de l'entreprise. Mhm. Donc, si je fais un petit résumé sur les grandes orientations, j'ai parlé des valeurs, j'ai parlé de la mission, je reviens sur la vision, donc notre raison d'agir, où on veut être d'ici 3 à 4 ans. Et je vais être honnête avec toi, des planifications stratégiques dépassées 3 ans, moi, personnellement, je n'en fais pas. Il y a tellement de changements au niveau numérique, au niveau technologique, c'est tellement rapide que c'est assez difficile d'aller au-delà de 3 ans. Mhm. Et donc, une fois ce fait, valeur, mission, vision, l'énoncé de positionnement. Donc, l'énoncé de positionnement? C'est quelque chose qui est très important puisque ça permet justement de l'entreprise de définir sa zone d'excellence, son unicité. Alors, tout ça, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui va permettre justement de définir les stratégies à suivre par la suite. Excellent, c'est vraiment intéressant. Puis si on focus encore une fois un petit peu plus sur les stratégies, j'imagine que tu dois passer quand même un certain nombre de temps avec tes clients pour discuter et tout ça, mais est-ce que tu as un peu un processus? Est-ce que tu as une manière un peu d'aborder, de créer ces stratégies d'affaires-là?
Oui, eh ben, comme je le disais tantôt, Toby, si on regarde les 5 étapes de la planification stratégique, je répète, mais je pense que ça serait important pour que les auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire qu'encore une fois, on définit les grandes orientations, valeurs, mission, vision et énoncé de positionnement. C'est ça qui va dicter la suite des choses. Mhm. En fait, quelles sont les compétences qu'on doit développer dans l'organisation, tant au niveau ressources humaines, vente et marketing, numérique, et c'est à partir de là qu'on va faire justement un lien entre ces grandes orientations-là et ce qui existe déjà dans l'entreprise comme stratégie. Souvent, c'est très intuitif comme stratégie. Maintenant, il faut amener je dirais, le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise à comprendre pourquoi et comment faire des stratégies en lien avec ces grandes orientations-là. Et de là, je répète, on va faire l'exercice, ce qu'on appelle le SWOT, ou si vous préférez, le FFOM, Mhm. force-faiblesse, et naturellement confronté aux opportunités et aux menaces. Et c'est là qu'on va développer l'intelligence stratégique de l'entreprise pour en arriver à définir des enjeux stratégiques au niveau, je dirais, encore une fois, affaires, vente et Mhm. marketing, ressources humaines et naturellement développer l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Et je terminerai avec un plan, naturellement, un plan d'action qui est à la fois structuré, en fait, structurant et structuré. Donc, dans le fond, même si les grandes orientations sont établies, admettons, sur 3 ans, le plan d'action un peu plus concret, dans le fond, est fait à chaque année. Oui, exactement, pour, encore une fois, s'ajuster toujours en lien. Et notre référence, ça sera toujours les 4 grands piliers, c'est-à-dire les grandes orientations de l'entreprise, mission, vision, valeur et naturellement énoncé de positionnement. Ouais, puis tout à fait. Puis on s'entend que avec qu'est-ce qui se passe ces jours-ci, justement, c'est quand même une bonne représentation que justement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que quand on planifie peut-être trop à long terme, le marché peut tellement changer que justement, il faut recommencer ou qu'est-ce qu'on a planifié auparavant, ça ne sert plus à grand-chose, puis il faut tout refaire. Fait que je pense que c'est bon quand même de voir ça, justement, de le faire, de le voir quand même un certain nombre d'années, mais de s'y limiter en termes de temps limite, si on veut, là. Ben, effectivement, Toby, c'est ce que j'appelle s'ajuster aux nouveaux enjeux économiques et numériques de l'entreprise, compte tenu que à la fois les enjeux économiques changent, on l'a vu avec ce qui se passe présentement avec la COVID, et Mhm. naturellement au niveau numérique, ben, toutes les nouvelles technologies qui sortent. Alors, donc, l'idée, c'est s'assurer que l'entreprise est réellement centrée sur son environnement externe. Mhm. Puis c'est dur justement d'aborder ça puis de pas en parler justement de la situation de COVID. Comment ça l'a impacté un peu? Est-ce que ça l'a changé un peu tes méthodes de travail ou ta manière de réfléchir ou d'aborder certains problèmes? Ben, en fait, ce que je dirais, l'avantage que ça m'a donné, c'est que ça m'a permis de couvrir le Québec au complet, puisque maintenant, on peut faire les gens ont accepté maintenant qu'on pouvait travailler à distance. Donc, Mhm. durant la COVID, je suis obligé de te dire que j'ai eu des clients au Témiscamingue, j'ai eu des clients, présentement, j'accompagne un client au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de chez moi, et le propriétaire est très conscient d'eux. Alors, le matin, je peux être à Drummondville, l'après-midi, je peux être au Témiscamingue, le lendemain, je peux être dans Laurentides, Saguenay. Bref, c'est ce que ça a permis de faire. Personnellement, pour moi, ça m'a donné un certain avantage justement pour éviter des déplacements, mais plus, je dirais, plus accessibles pour mes clients aussi en même temps. Ouais, c'est vrai que je pense que les limitations, on va dire, géographiques maintenant n'existent, ben, pas qu'ils n'existent plus, mais sont beaucoup moins restrictives qu'ils l'étaient auparavant. Les personnes sont pas mal plus ouvertes à travailler autant à distance par vidéoconférence comme on le fait en ce moment qu'auparavant, si on avait voulu faire par exemple un podcast, on essayait de les faire en vrai dans nos bureaux, tandis que maintenant, ben, on le fait par Zoom. Oui, puis ça a changé aussi, pas juste pour moi, mais pour les forces de vente aussi, les contacts avec les clients. Alors, c'est rendu une norme de travailler à distance pour s'assurer justement d'une certaine sécurité de la santé. Et en même temps, je dois dire que ça a permis aussi aux entreprises de réduire le frais de déplacement. Est-ce que tu penses que c'est, si on parle un peu plus dans le cadre de la vente, que c'est peut-être même une opportunité que certaines entreprises ont eue, justement d'avoir un peu moins de restrictions géographiques, d'avoir des représentants qui se déplacent moins, qui font plus de vidéoconférences? Est-ce que tu as vu un peu des exemples comme ça? Ah bien oui, dans chacune des entreprises, aujourd'hui, je dirais que 90 des forces de vente maintenant travaillent à distance parce que leurs clients ont compris qu'en termes de gain de temps aussi,
Et puis, en termes de disponibilité, on peut se faire un meeting à 7 heures le matin, comme on peut s'en faire un à 7 heures le soir avec un client. Donc, on est davantage disponible pour la clientèle aussi, en autant que le client, je dirais, soit ouvert. Mais ça, je pense que la résistance à cette barrière-là là, est tombée. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment le choix de s'adapter, si on veut. Ouais. Puis, je retourne un peu plus au niveau plan stratégique et tout ça. Un peu la bête noire. Nous, on a beaucoup de questions puis beaucoup de préoccupations par rapport au budget. Comment se fixer un budget? Quel montant mettre? Quand tu es avec tes clients, tu discutes avec eux, puis tu établis leur plan stratégique. Comment tu établis, selon toi, le meilleur budget pour eux? Ben, en fait, ma réponse est à deux niveaux, Toby. OK? La première, c'est le budget va être proportionnel au retard que le client a pris dans son modèle d'affaires. Ça, Ah, OK. c'est important, OK? Mhm. Le deuxième, c'est sûr que si le client veut augmenter ses ventes d'1 million, de 2 millions, on se comprend tout l'effort marketing qu'il y a derrière, les ressources humaines qu'il doit acquérir, ainsi de suite. Alors, si on parle de budget, je vais regarder l'ensemble du budget de l'entreprise pour faire l'embauche et naturellement intégrer ces employés-là. Mais aussi en même temps, si l'entrepreneur veut se positionner pardon, comme expert sur le web, alors on se comprend que ce n'est pas juste de mettre du texte, mais s'assurer justement qu'il y a une stratégie derrière ces textes. Mhm. Donc, il y a toute une façon de faire et ce que je demande, ce que je demande souvent comme question à l'entrepreneur, est-ce qu'on est capable d'anticiper le parcours d'achat d'un client qui ne vous connaît pas, mais qui doit arriver sur votre site web? Et la réponse est oui. Alors, il y a toute la stratégie de inbound marketing à ce moment-là qu'il faut mettre en place et s'assurer que justement qu'on puisse, je dirais, accompagner le client dans ces trois premières étapes du parcours d'achat de son client, c'est-à-dire le client a un problème, il n'est pas conscient. Donc, qu'est-ce que je peux mettre, quel genre de contenu que je peux mettre sur le web pour attirer ce genre de clientèle-là? Donc, de le faire passer d'inconnu à connu dans l'entreprise et par la suite l'alimenter parce qu'il est intéressé justement à en connaître davantage sur sa problématique, quelles sont les meilleures solutions. Et par la suite, le client va préparer ce qu'on appelle sa shortlist de fournisseurs et il va probablement appeler celui qui s'est le mieux positionné ou il va retenir du moins les trois ou les deux ou le seul qui s'est positionné comme expert sur le web. Donc, il y a ça aussi comme à tenir compte. Et en termes de, je dirais, en termes de stratégie, c'est très important le inbound. Il y en a différentes sortes de stratégies pour le web, mais le inbound, c'est un élément qui est très important. Oui, tout à fait. Puis, justement, si on parlait, tu as parlé un peu des retards et tout ça, je trouve ça quand même intéressant comme concept. Puis, si, admettons, une entreprise qui n'établit pas des objectifs ou des grandes orientations, comment tu penses que ça. C'est quoi les types de conséquences qu'il peut avoir sur une compagnie? Ben, en fait, il va naviguer à vue comme le Titanic. Alors, si vous voulez, ben, je dis, j'emploie souvent cette image-là parce que si on lit un peu l'histoire du Titanic, les gens navigué à vue. Mhm. Alors, donc, pour éviter que le hasard décide de l'entreprise, donc quand on prend le temps d'établir les grandes orientations, ça va permettre justement de dicter la suite des choses et en même temps mettre les efforts budgétaires derrière aussi pour atteindre ton énoncé de positionnement. Tout à fait. Puis aussi, je pense que si tu nous parles un peu comment ça peut influencer aussi l'équipe d'avoir justement des grandes orientations tu sais, bien établies, comment ça peut affecter, mettons, l'équipe marketing, l'équipe des ventes. Ben, en fait, l'équipe marketing vente aussi, mais l'ensemble de l'organisation. Hein, tantôt, je t'ai parlé des trois premiers parcours d'achat d'un client, mais en fait, il y a 7 cycles de vie dans une entreprise. Je t'ai parlé tantôt des trois premiers, c'est-à-dire Mhm. justement, lorsqu'un client a un problème, il ne le connaît pas, comment l'alimenter, et ainsi de suite. Donc, de le faire passer je dirais, d'un client inconnu à connu de l'entreprise. Maintenant, une fois ça fait, il y a la relève, donc les ventes vont prendre la relève à ce niveau-là. Et par la suite, ça va être l'entreprise au complet, donc livrer la promesse forte. Alors, c'est beau dire que je suis, et d'ailleurs, un énoncé de positionnement, ça va au-delà du service et de la qualité. Ça, c'est le minimum pour être en business. Un énoncé de positionnement, pour moi, ça va, donc l'entreprise va définir sa zone d'excellence et par la suite, elle va démontrer par des études de cas
que réellement c'est véridique, c'est vrai, c'est authentique, cet énoncé de positionnement-là. Donc, d'où l'ensemble de l'entreprise est impliqué à l'intérieur de cet énoncé de positionnement-là. Ce n'est pas juste les ventes et marketing. Donc, ça fait partie du cycle d'achat ou du cycle de vie d'un client dans l'entreprise aussi en même temps. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais on peut peut-être la répéter pour être certain que j'ai bien répondu. Oui. Oui, dans le fond, je parlais de comment que ça l'influence, dans le fond, avoir les grandes orientations de bien établies, comment ça peut aider à orienter, puis comment ça peut influencer aussi les équipes autant marketing que vente. Ça peut aussi, je crois, les motiver. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, le fait d'avoir un peu une orientation claire que l'entreprise prend, des objectifs bien définis. Si par exemple, ils veulent viser un marché précis, puis ils ont un bon plan d'affaires qui oriente bien la compagnie vers cette direction-là, des fois, je crois que ça peut aider les équipes de vente, les équipes de marketing à produire du meilleur contenu ou des fois à mieux s'instruire, à mieux s'éduquer sur le sujet pour pouvoir, je dirais, connecter puis avoir des meilleures prospections avec des potentiels clients. Ben, comme tu dis, effectivement, ça permet à l'équipe vente et marketing des grandes orientations. Comme je le disais tantôt, ça permet de dicter la suite des choses en termes de stratégie. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas oublier au niveau des opérations, parce que tôt ou tard, moi, ce que je fais, vente et marketing, opérations doivent s'asseoir ensemble. Alors, Mhm. il y a toujours un clash entre les deux. Bon, les opérations disent que les ventes et marketing font un peu. Ils ont l'impression que les ventes et marketing travaillent sans orientation, bien au contraire. Et les ventes et marketing veulent s'assurer que la promesse soit livrée. Donc, ça dépend des opérations. Alors, tôt ou tard, c'est surtout si on met en place, je te donne un exemple concret, Toby. Alors, Mhm. mettons qu'on met en place une des valeurs qu'on peut préconiser dans l'entreprise, c'est de développer une culture des résultats d'entraide et d'amélioration continue. Ben, si on met les ventes et marketing et les opérations ensemble, alors ils n'ont pas le choix qu'ils doivent collaborer. Alors, si demain matin, j'ai des objectifs d'augmentation de 2 millions et le livrable ne se fait pas ou les délais de livraison se font en retard, alors on se comprend que ce que les ventes et marketing ont demandé de faire ou qu'ils ont comme objectif à atteindre et que ça ne se fait pas. Alors, c'est sûr que quand on parle de développer une culture d'entraide et d'amélioration continue, les deux ont tout intérêt à se parler et s'assurer de quelle façon que je dirais que la promesse WOW va être atteinte à ce moment-là, de part et d'autre, et que le client va en retirer une satisfaction. Par curiosité, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi pour toi la promesse WOW? Ça fait quelques fois que tu l'énonçais, je trouvais ça quand même Oui, intéressant comme. ben, en fait, encore une fois, c'est en lien avec l'énoncé de positionnement. Alors, si je dis, je donne un exemple concret. Présentement, j'accompagne une entreprise, puis je peux la citer, Drone Expert. Alors, Mhm. Drone Expert, c'est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones à l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle. Bien, je vous donne un exemple, c'est qu'ils ont mis en place certaines technologies qui permettent justement à des municipalités de sauver jusqu'à 200 000 lorsqu'ils travaillent quand les entrepreneurs travaillent, ils vont justement chercher du sable ou dans les carrières sablières. Donc, ils ont permis justement à des municipalités à sauver jusqu'à 200 000 de coûts. Quand Donc, même. donc, de frais de redevance par leur nouvelle technologie. Donc, quand on dit qu'on est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones à l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle, ça, c'est un exemple concret. Donc, encore une fois, qui ont fait sauver 200 000 de frais de redevance à une municipalité. Donc, il y a réellement une cohérence entre la promesse et entre l'énoncé de positionnement et la promesse. Donc, le client vit réellement ce qu'on dit dans l'énoncé de positionnement ou si c'était mieux de la zone d'excellence de l'entreprise. Puis, c'est intéressant. Puis justement, on parlait de marketing et on parlait de vente. Dans le fond, les deux équipes, souvent, c'est un peu réputé, comme tu l'as bien dit, que tu sais, ils ont de la misère à travailler ensemble parce qu'ils ont des visions différentes, ils ont des objectifs un peu différents. Est-ce que tu as vu des exemples où, peut-être par ton expérience, je dirais une certaine manière d'apporter une meilleure synergie entre ces deux équipes-là, ou peut-être que tu as vu des entreprises au courant de ta carrière que la synergie entre ces deux équipes-là était super bonne versus d'autres que des fois ça marche un peu moins bien. Est-ce qu'il y a des choses que les entrepreneurs faisaient pour améliorer cette connectivité-là entre les deux départements? Est-ce que tu parles ici marketing et vente? Oui.
OK, alors oui, en fait, faut pas oublier une chose, Toby, qu'au Québec, 98 des entreprises ont 50 employés et moins. Donc, c'est pas nécessairement évident d'avoir un département marketing et vente. Mais lorsqu'il y en a un, effectivement, il faut s'assurer que les deux soient, je dirais, que travaillent en équipe. Et ça va se faire lors de l'intégration de la planification stratégique. Parce que faire une planification stratégique, c'est une chose, la rendre opérationnelle, c'en est une autre. Donc, exemple, j'ai un client que j'accompagne et puis j'ai amené, puis le président me fait confiance à ce niveau-là. Alors, tous les lundis après-midi à 13 heures, là, les ventes et marketing, on se rencontre pour s'assurer qu'effectivement, je dirais que les efforts soient arrimés. Et Mhm. si ça se fait pas, ben, ce qu'on a défini comme orientation, ça devient tout simplement des vœux pieux. Alors, il faut réellement s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable et animer ce groupe-là pour faire avancer les choses, sinon ça va demeurer un vœu pieux parce que souvent, et encore une fois, ce que je dis aux gens, ce n'est pas parce qu'on met des gens un groupe de personnes autour de la table qui sont intelligents, qui vont optimiser cette intelligence-là. Et l'idée, ça prend des gens qui sont habitués d'animer des groupes avec des techniques de résolution de problèmes et s'assurer que, non pas que les ventes et le marketing gagnent, mais que l'organisation gagne au bout du chemin dans cette rencontre-là. Et c'est vrai aussi, et c'est aussi vrai aussi quand on met le marketing, les ventes et les opérations ensemble. Donc, il faut OK. réellement s'assurer d'avoir des techniques d'animation, des techniques de résolution de problèmes afin de s'assurer que c'est l'organisation qui va en sortir gagnante. Pas un individu, pas un département, mais l'organisation. Intéressant, c'est un bon point de vue. C'est sûr que souvent, en plus, on met les opérations, ce que j'imagine. Le domaine que tu travailles le plus, ça serait quel domaine, tu dirais? En fait, autant dans les entreprises de services, autant dans les entreprises manufacturières, c'est les deux domaines dans lesquels j'ai travaillé le plus. OK. Donc, c'est vraiment les deux. L'idée, c'est que lorsqu'une entreprise a des ventes récurrentes, je ne suis pas dans le B2C, ce qu'on appelle business to customer, je suis vraiment dans le B2B, business to business. Donc, d'une entreprise à l'autre, je suis vraiment autant au niveau du service que dans le secteur manufacturier. Puis les opérations, est-ce que selon toi, c'est vraiment un département, euh, comment que tu traites ce département-là, vu on parle des ventes, on parle du marketing, les opérations, c'est un autre bête, si on veut. Est-ce qu'il Oui. y a un peu des caractéristiques un peu plus spécifiques que tu mettrais, ou à la limite même des stéréotypes que tu mettrais au département des opérations, puis un peu des trucs justement pour accorder avec les ventes puis le marketing? Ben, en fait, les clients avec qui je travaille, ils vont se reconnaître, là, c'est au niveau des processus. Donc, je mets toujours en place un processus en 7 étapes pour Mhm. s'assurer qu'effectivement, et qui sont les parties prenantes pour chacune des étapes. Donc, pour chacune des étapes, présentement, dans une des entreprises que j'ai accompagnées, le département de recherche et développement n'était pas organisé. Donc, on a OK. organisé deux grands processus, acquisition de nouvelles technologies et développement de nouveaux produits en R&D. Alors, toujours en 7 étapes, quelles sont les parties prenantes qui sont incluses par étape? Quel est le but? Les résultats escomptés, les conditions de succès pour chacune des étapes. Et naturellement, pour les deux processus, les ventes et marketing interviennent à la fin, c'est-à-dire qu'à la sixième et la septième étape. C'est-à-dire que le département R&D, son rôle, c'est de donner une valeur technologique au Mhm. produit, et le marketing, c'est de donner une valeur commerciale au produit. Donc, quand on arrime les deux, on a à la fois les fonctionnalités et les bénéfices pour s'assurer justement qu'on développe un argumentaire auprès de l'équipe de vente qui, eux, soient déjà prêts. On fait contribuer aussi l'équipe de vente pour bonifier tout ça, mais il n'en demeure pas moins que les, la résultante de cet exercice-là, c'est de s'assurer encore une fois que le département R&D donne une valeur technologique et le marketing donne une valeur commerciale à ce nouveau produit-là et encore une fois s'assurer qu'il y a un potentiel intéressant. Puis justement, quand là, on voit qu'on t'établit bien les processus et tout ça. Puis quand tu abordes avec un client, justement, que tu commences par exemple un plan stratégique, est-ce que tu as un peu un truc ou une manière de procéder
Parce que dans le fond, il y a toujours les gains rapides. Fait que, tu sais, le client veut toujours des certains gains dans un délai relativement court. Puis la balance avec justement les gains à long terme, parce que naturellement, la planification stratégique, toi, tu le fais, mettons, sur 3 ans. Est-ce que tu as un moyen, ou ça dépend des fois des entreprises, justement, de balancer des résultats rapides versus des résultats un peu plus à long terme? Je vais te parler de 2 choses. Je vais te parler d'une question que je pose à tout le monde et la Mhm. deuxième, c'est la stratégie des 3 horizons, OK? Donc la question que je pose à tous mes les clients que j'ai accompagnés depuis 2004 au-delà de 200 entreprises, OK? Et à chaque fois que je leur posais la question: «Savez-vous combien d'argent vous laissez sur la table de vos clients à la concurrence?» La réponse est non. Donc, ça veut dire qu'on est plus en mode preneur de commande. Je Mhm. m'excuse pour le terme, mais c'est un fait. Mais c'est de faire prendre conscience aux gens que tu es plus en mode preneur de commande et non en mode développement d'affaires. Ceci dit, je te parle de la stratégie des 3 horizons, c'est-à-dire les marchés actuels, les marchés émergents et les marchés futurs. Mhm. Donc, marché actuel, tu mets 70 de tes ressources à l'intérieur de ça, 20 pour préparer tes marchés, définir tes marchés émergents et 10 pour justement définir tes marchés futurs. Donc, ça fait 100 au niveau de tes ventes et marketing, ressources humaines et opérationnelles. Donc, si tu n'as pas la réponse dans tes marchés actuels, est-ce que tu sais combien d'argent tu laisses à la table de la concurrence, de la concurrence chez tes clients? Si tu n'as pas cette réponse-là, ben, tu vas travailler mal sur tes marchés émergents, puis encore la même chose sur les marchés futurs. Donc, ce qu'on appelle les quick wins, donc Mhm. les gains rapides. Alors, c'est l'idée, c'est justement, c'est d'être capable de catégoriser tes clients par potentiel de croissance. Et la réponse à ma question, savez-vous combien d'argent vous laissez sur la table de vos clients à la concurrence? Ben, je peux vous dire qu'on a démontré qu'ils laissaient de une fois à 3 fois leur chiffre d'affaires sur la table OK. de la Quand même, alors, c'est énorme. donc, oui, tu vas avoir des quick wins, là. Travaille sur ton marché actuel. On sait très bien que ça va en même temps changer ton coût d'acquisition d'un client, ce qu'on appelle le LTV, le Long Time Value, aussi en même temps de tes clients. Alors, travaille comme, je dirais, intelligemment avec stratégie pour catégoriser tes clients par potentiel de croissance. Et de là, et combien de fois que je suis arrivé dans des entreprises je te donne un exemple, une entreprise de Joliette où, sans la nommer, il me disait que mon chiffre d'affaires est saturé, il était rendu à 6 millions, puis il pensait de se diversifier. OK. Erreur. Une fois qu'on a fait l'exercice, on s'est aperçu qu'il en laissait pour 12 millions sur la table de la concurrence. Et il OK, voulait fait que c'est avoir, carrément le double. oui, puis une dernière petit exemple très, très intéressant. En 2008, pardon, en récession. Et j'ai un de mes clients qui avait un chiffre d'affaires de 6 millions. Il disait que ce client-là, il donnait pour. Donc, sur 1 million, il y avait un client qui lui donnait 1 million de business. Il OK. disait que ce client-là, il y avait 90 de part de marché. On est allé faire une revue d'affaires chez ce client-là. Et le 1 million qu'il lui donnait, il en donnait 9 millions ailleurs. Puis il voulait augmenter dans une période de récession de 500 000. Je dis, voilà où ce qui est ton 500 000 d'augmentation. Alors, vous Mhm. voyez, quand on s'organise bien, et d'ailleurs, dans les 7 cycles de vie d'un client, Mhm. on a ce qu'on appelle la 17e étape, c'est faire des ventes croisées. Comment, de façon stratégique, faire des revues d'affaires avec les clients, justement, pour s'assurer qu'il y a le moins possible d'argent sur la table de la concurrence. On n'ira jamais chercher 100 parce que les clients veulent avoir 2 ou 3 fournisseurs, mais l'idée, c'est d'être le fournisseur privilégié. Uhum. Je trouve que ça donne un message quand même assez intéressant que parfois quand tu penses que tu as saturé ton marché, que tu as fait le tour, des fois ça vaut la peine d'aller regarder un peu plus en profondeur avant d'aller se diversifier puis d'investir quand même des montants relativement importants normalement pour aller, mettons, offrir des nouveaux services ou des nouveaux produits, mais de regarder vraiment dans le marché actuel. C'est quoi le potentiel réel et non juste se fier un peu des fois à l'historique de tes clients ou l'historique de la compagnie. Tu sais, des fois, les personnes y vont un peu plus, je dirais, au feeling de ce côté-là. Là. Fait que je Ouais, trouve ça quand même vraiment intéressant de voir que quand on peut engager comme ça des experts, de faire vraiment en profondeur, de regarder en profondeur les possibilités qu'il y a sur le marché actuel avant de comme investir pour aller ailleurs. Je trouve ça quand même. Puis c'est vrai que c'est arrivé quand même relativement souvent que des clients pensent que le marché est saturé, puis que dans le fond, quand on regarde un peu plus, on fait juste l'analyse. Des fois, c'est même pas très très long de voir que non, il y a quand même de l'argent sur la table, que c'est possible d'aller chercher. Là. oui, puis en même temps, mais tu réduis ton coût d'acquisition de tes clients. Puis en même temps, tu augmentes justement la profitabilité à long terme de ces clients-là. Alors, c'est ça qui devient intéressant et
tu mets, tu sais, quand on dit être chez le bon client au bon moment avec les bons produits, ben, une fois que tu as dit ça, si tu le rends pas opérationnel, ben, ça va donner zéro résultat. Mais en catégorisant tes clients par potentiel de croissance, ça permet justement d'avoir la bonne réponse. C'est déjà tout pour mes questions, Jacques Lacroix. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager cette expérience-là avec l'équipe de Guarana. Excellent. Donc, je te dis à la prochaine. Merci, Tommy. À la prochaine. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!